Mesdames, Messieurs, nous devions avoir, et je veux quand même le dire, le représentant de l'ambassade de Palestine qui devait être avec nous ce soir et puis qui a eu un empêchement de dernière minute, mais c'est à saluer. Voilà, alors comme l'a dit Jean-Claude Villemain hier, vous pourrez rallumer vos portables après le discours. Voilà. Madame la conseillère régionale, voilà, qui est là, Madame la conseillère départementale, chère Catherine Dailly, elle est juste derrière moi, Messieurs les maires du canton de Montataire et de l'agglomération Creil-Sudoise, Monsieur le président de l'AXO, cher Jean-Claude, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le commissaire qui doit être là, Monsieur le commissaire adjoint, Monsieur le chef de centre de secours de Montataire, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités divers, cher Jörg Gampe et toute la délégation de Finsterwald que vous conduisez avec Uwe Dran, président du comité de jumelage. Mein lieber Jörg, bin ich mit deiner Anwesenheit heute in Montataire sehr zufrieden. Il le fait en français. Il le fait en français mieux que moi. Oui. Le maire de Finsterwald parle. Je pense que je parlais anglais, oui. Le maire de Villers-Saint-Paul. Saluant la délégation de notre ville jumelle d'Allemagne, Finsterwald, je veux encore remercier son maire, mon ami Jörg Gampe, pour sa participation avec le président du conseil municipal, Andreas Holtfeld, à la cérémonie du 11 novembre 2018 qui a marqué la fin de cette terrible boucherie déclenchée par les puissances de l'argent en Europe, qu'aura été la Première Guerre mondiale. La présence de nos amis allemands souligne les liens qui nous unissent, les volontés de paix et d'amitié qui nous animent. Merci au comité de jumelage de Montataire, à son président d'honneur, Michel Reichenbach, à son président en exercice, Benjamin Benoît, qui est excusé ce soir. Et c'est aussi l'occasion, pour moi, de remercier les directions, les enseignants, les jeunes, les enfants des lycées Malraux, du collège Anatole France et de nombre d'écoles de notre ville pour leur participation avec les services municipaux au succès des initiatives dans le cadre du centenaire. Merci à Joël Capet, qui a animé un groupe de travail, et bien sûr à notre union locale des anciens combattants, à son président, Christian Gérard. Je voulais remercier le représentant de l'ambassade de Palestine, et je voulais d'autant plus le remercier que nous allons fêter cette année les 30 ans du jumelage avec le camp de réfugiés palestiniens de Daïché, initié en 1989 par nos amis Fernand Thuil et Ahmed Mouezen, et le maire Maurice Bambier et l'équipe municipale de l'époque. La situation en Palestine est, vous le savez, toujours dramatique. Elle l'est d'autant plus que les médias sont tournés vers la Syrie, vers l'Irak et d'autres régions de conflit dans le monde et exercent, de fait, une forme de chape de plomb, de silence, sur la politique d'extrême droite, la politique de poursuite de la colonisation, de la répression de Benyamin Netanyahou. Pourtant, tous les gens sérieux savent que tant que durera cette injustice terrible qui est faite au peuple palestinien, le Moyen-Orient ne sera jamais en paix. Le grand écrivain israélien Amos Oz, qui vient de décéder, lui qui était à l'origine du mouvement de la paix maintenant, avait compris cela. Et c'est pourquoi, en célébrant notre jumelage avec Daïché, en s'engageant, comme nous l'avons fait pour la libération de Salah Hamouri, des geôles israéliennes, en continuant d'exiger celle de Marwan Barghouti, nous agissons pour la paix et nous n'oublions pas les milliers de prisonniers politiques palestiniens, dont plusieurs centaines de femmes et d'enfants. Je veux saluer la jeune présidente de notre comité de jumelage avec Daïché, Romane Thuil, qui, avec courage, poursuit ce combat pour la justice, pour la paix, et avec qui, au printemps,
nous conduirons une délégation à Daiché. Ayant commencé par ces questions internationales, mais j'ai vu que Jean-François Dardenne n'était pas là, donc il n'expliquera pas qu'on était à la tribune de l'ONU. L'amitié avec l'Allemagne, l'amitié avec la Palestine, chère aux Montaterriens, je n'ai pas oublié, pour autant, que nous sommes réunis pour la cérémonie des vœux. Merci de votre présence, à toutes et tous, vous avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Bonne année 2019, tous nos vœux de bonheur, de réussite, de santé, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou associatif. Évidemment, vous l'aurez deviné, il n'est pas possible, dans cette cérémonie, de ne rien dire de deux sujets majeurs qui nous touchent localement et nationalement, avec un lien très fort entre les deux. Le premier, c'est bien sûr le scandale, sans nom, du projet de fermeture de la maternité de Creil et son transfert sur Senlis. Voilà le type même de décision politique, idéologique, décision de classe, auxquelles s'opposent d'une certaine façon les Gilets jaunes, et quelques-uns sont parmi nous ce soir, sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Rien, absolument rien, ne peut justifier un tel projet de fermeture. Ni sur le plan de la démographie médicale, il n'y aura pas plus de médecins à Senlis, ni sur le plan des conditions d'accueil des mamans et des bébés, puisqu'à Senlis, on a mis en place des chambres à 2 lits. Et qu'il y a toujours 2 étages de libre dans la demi-rotonde à Creil. Mais plus grave, ce projet est une faute qui sera lourde de conséquences si nous n'arrivons pas à l'empêcher. Fermer une maternité de niveau 3, de plus de 1500 accouchements, dans un bassin de vie en plein essor démographique, ce qu'est le contraire sur Senlis. Un bassin qui compte 5 quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire avec des populations fragilisées par le chômage, la précarité, la faiblesse des revenus, le manque de moyens de locomotion. Et d'ailleurs, il n'existe aucun moyen de transport collectif entre le Creillois et Senlis. Et ça n'est pas de la volonté des élus du bassin creillois, mais je le disais tout à l'heure, nous parlons bien d'une décision politique et idéologique. Tout le monde comprend pourquoi il n'y a pas de transport collectif entre le Creillois et Senlis. Il ne faut pas que les hordes de pauvres viennent envahir le bassin senlisien. Déjà, là, rien qu'avec ça, nous sommes devant une aberration. Alors même que l'on nous demande, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, de renforcer la présence des services publics dans les quartiers concernés, les Hauts-de-Creil et les Martinets en particulier. Et sur le plan médical, alors là, c'est le summum. Puisque si la maternité est transférée, fermée, à Senlis, nombre de services, de spécialités indispensables, en cas de problème pour l'accouchement, resteront sur Creil. C'est si grave que la quasi-totalité des médecins s'oppose aujourd'hui à ce transfert. La directrice de l'ARS, le directeur de l'hôpital, en bons petits soldats de la politique gouvernementale, restent hermétiques à tous nos arguments. Oui, je l'ai dit, je le redis, Jean-Claude Villemain l'a fait hier soir, s'il arrive quoi que ce soit à une maman ou à son bébé, nous mettrons en cause la directrice de l'agence de régression sociale qui, plus que jamais, porte bien son nom, le directeur de l'hôpital. Mais nous n'oublierons pas Madame Buzyn, la ministre d'Emmanuel Macron, pas mon adjointe, qui a validé ce projet, ni les députés Pascal Bois, qui évidemment brille par son absence, et Éric Woerth. J'ai d'ailleurs déposé plainte mercredi 9 janvier auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Senlis pour mise en danger de la vie d'autrui. La lutte
va continuer. Elle doit se renforcer, elle doit s'élargir, elle doit se durcir. Emmanuel Macron disait en juillet, parlant des Gilets jaunes, ou d'autres, qu'ils viennent me chercher. Alors je lui dis, Monsieur le Président, nous arrivons, et nous ne sommes pas tout seuls. Écharpe tricolore, gilet jaune, blouse blanche, stylo rouge pour les enseignants, robe noire. Nous sommes tous soumis au même dogme, celui de la réduction de la dépense publique. C'est ce dogme qui fait que certains pensent qu'en ayant moins d'offres de santé, en ayant moins de médecins, on aura moins de malades. C'est ce dogme que le président de la République assène à chaque intervention, qui ampute les dotations et les moyens des collectivités territoriales, qui veut nous imposer la suppression de 70 000 postes dans la fonction publique territoriale. Autant d'aspects, développés d'ailleurs par Emmanuel Macron dans sa lettre aux maires en novembre dernier, quand, par manque de courage, il a renoncé au congrès de l'Association des maires de France. Mais c'est aussi ce dogme qui pèse sur les salaires, sur les pensions, sur les minima sociaux, alors que les revenus des populations les plus modestes sont d'une faiblesse dramatique. Écoutez bien, pour ne prendre que l'exemple de Montaterre, avec ses 1600 demandeurs d'emploi, le revenu moyen des habitants est à 13 400 €. Sur le quartier des Martinets, il est à 9 600 €. Les Gilets jaunes ont raison. Ça ne peut plus durer. Que ce soit toujours les mêmes qui paient l'impôt, au moment où le petit impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé, au moment où la fraude fiscale est toujours à hauteur de 80 milliards par an, pour notre pays sans que rien ne soit fait. Les Japonais, eux, ne plaisantent pas avec ça. Et M. Carlos Ghosn, l'homme qui vaut 20 millions par an, et qui malgré tout fait tout pour payer moins d'impôts, on vient même d'apprendre qu'il est domicilié aux Pays-Bas, il est président de chez Renault, l'ancienne régie nationale des usines Renault. Le CAC 40, avec ses 57 milliards de dividendes versés aux actionnaires en 2018. La théorie du ruissellement, qui ferait que les plus riches doivent s'enrichir et ça coulerait sur les plus pauvres, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le pouvoir et les médias à son service tentent de discréditer le mouvement des Gilets jaunes par la montée en épingle des violences. Alors pas d'ambiguïté. Nous ne cautionnons pas les violences. Elles sont insupportables. Agresser les policiers et les gendarmes n'aidera en rien ce mouvement qui est juste et légitime. Elles nuisent même au mouvement. Mais nous n'acceptons pas plus. La violence sociale, la violence des licenciements et des suppressions d'emplois, la violence de ceux qui sont dans la rue, la violence de ceux qui ne peuvent pas se soigner, se vêtir, la violence qui bloque des enfants des classes populaires dans leurs études et que l'on veut encore trier avec Parcoursup, la violence qui va frapper les futures mamans et leurs bébés si la maternité de Creil est fermée. Et ces violences-là, elles tuent. Dans son livre « Qui a tué mon père ?», l'écrivain Édouard Louis a ces mots pour son père. Il dit à son père « Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. » Nous n'accepterons pas plus la violence physique quand elle est le fait des forces de l'ordre légales. Nous avons voté avec la majorité du conseil municipal une motion de soutien aux Gilets jaunes. Nous continuerons à leur apporter notre aide. Ce qui est en jeu touche à des choix de société essentiels. Et la manifestation des femmes Gilets jaunes du 6 janvier signifie beaucoup quand on sait le prix que les femmes paient à notre société d'inégalité, d'injustice, de violence. En rajouter, d'ailleurs, en fermant la maternité de Creil, est insupportable.
Nous allons mettre à disposition dès la semaine prochaine des cahiers, non pas pour le grand débat de M. Macron, mais des cahiers de la colère et de l'espoir. Je veux poursuivre avec quelques sujets qui touchent directement, eux aussi, à notre ville et à notre agglomération. D'abord, la question du développement économique. Vu les taux de chômage et nos difficultés, c'est important. Développement économique que nous entendons dans le respect de l'environnement, évidemment, notre planète allant très mal, du fait de ce système économique qui pousse toujours plus à la consommation et qui, comme le disait Karl Marx, Gérard, épuise les deux seules sources de toute richesse, la terre et les travailleurs. De ce point de vue, nous sommes fiers de participer modestement avec nos ruches, avec nos vignes, avec nos espaces naturels sensibles, avec le fleurissement dans notre ville, nos espaces verts et boisés, à la préservation de l'environnement. En 2018, les 20 ans de Creil Montataire Développement ont été un bel événement marquant la réussite de la reconversion du site Chausson. Ce n'était pas évident. Cela a été rendu possible par une large mobilisation des élus, des acteurs économiques, des pouvoirs publics. Aujourd'hui, avec 120 entreprises, près de 1400 salariés, les marches de l'Oise, juste derrière nous, sont essentielles à notre agglomération. Mais il nous faut recommencer, il nous faut nous bouger pour le redémarrage du site Style. Même s'il est privé, la réussite de ce projet nous concerne tous parce qu'évidemment, il nous aidera dans le redémarrage du site Gosse. Je ne vais pas m'étendre, s'agissant du site Gosse, sur les dégâts considérables occasionnés sur ce site par des individus sans scrupules qui ont d'ailleurs failli coûter la vie à une enfant tombée d'un toit, ni sur l'incurie du liquidateur avant ces dégâts, ni sur le fait que j'ai alerté police, justice et qu'il ne s'est rien passé. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que l'agglomération ait pu acquérir ce site et que nous puissions travailler à sa réindustrialisation. Ce qui a été possible pour le site Chausson peut l'être pour Gosse, alors que notre bassin est regardé par nombre de décideurs comme porteur d'avenir, avec la liaison Roissy-Creil-Picardie, avec la mise à grand gabarit de l'Oise, avec le projet Gare-Cœur d'Aglo, avec les problèmes de foncier dans la région parisienne qui font que nombre d'entreprises cherchent à se relocaliser dans le sud du département. Notre ville veut accompagner ces projets en se rendant plus attractive. De ce point de vue, nous avons gagné 5% de population. Et je veux simplement dire que pour une ville qui est un enfer, un chaudron absolument fou, où on peut se dissoudre dedans compte tenu des problèmes de délinquance qui nous touchent tous les jours, on a gagné 5% de population. Ça laisse entendre qu'il y a quand même des gens qui veulent venir vivre à Montataire. La réfection de la place de la mairie s'inscrit dans cette démarche. Et il est agréable d'entendre beaucoup de Montatériens satisfaits par les travaux de la place, que l'on va terminer. Nous poursuivrons avec le tour de la place, les aménagements sur l'avenue Ambroise-Croizat, là où se trouve Gosse, justement, dans les années qui viennent. Et c'est d'autant plus important que c'est l'avenue qui mène à notre pôle culturel de la Halle Perret, mais aussi aux nouveaux locaux de Pôle emploi. Nous allons, dès 2019, aussi entamer la réfection d'une des plus grandes rues de notre ville, la rue Victor Hugo, tout en commençant aussi à agir dans le cadre du nouveau plan de rénovation urbaine sur le quartier des Martinets. Sur ce chantier, nous serons aux côtés des bailleurs, aux côtés de Oise Habitat, qui est le partenaire historique de notre ville, et ô combien important. Et aux côtés de la SHLM, qui, il faut bien le dire, avait manqué le premier volet de renouvellement urbain, mais qui affirme sa volonté d'être bien présent cette fois. Au passage, puisque j'évoque les bailleurs sociaux, voilà encore des victimes du dogme de la dépense publique qu'il faut réduire. L'affaire de la baisse des APL
Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est que 5 euros? Quand on sait que pour des gens, 5 euros, c'est beaucoup. Eh bien, la baisse de l'APL, ce sont les bailleurs sociaux qui la supportent. Et donc les locataires aussi, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas tout pour les bailleurs sociaux. La loi Elan qui a été votée va ajouter des difficultés aux bailleurs sociaux. En fait, il faut tuer le logement social pour laisser le privé faire des affaires. C'est aussi en février prochain que nous ouvrirons nos nouveaux locaux pour le CCAS dans le parc Marcel Cachin. Nous offrirons de meilleures conditions d'accueil à ceux de nos concitoyens qui connaissent des difficultés et de meilleures conditions de travail à nos agents, et les travaux ont été réalisés en régie par les employés municipaux. C'est l'occasion de saluer notre nouvelle directrice générale des services, Delphine K. Je veux évidemment dire un mot, pour terminer, sur les questions de sécurité, sous deux aspects. Le premier concerne la sécurité des biens et des personnes. La tranquillité publique, qui, faut-il le rappeler, est une mission de l'État, une mission régalienne. Là encore, lorsque l'on évoque les services publics, que dire de celui de la police, des effectifs et des conditions de travail? C'est lamentable. Et le pouvoir veut renforcer les inégalités et les injustices en transférant aux collectivités locales la charge de ces dépenses à travers les polices municipales, ou ce que certains appellent encore de la vidéoprotection, mais dont on voit bien à quoi elle sert aujourd'hui, c'est de la vidéosurveillance. Nous continuerons d'agir avec les habitants de notre ville pour que les effectifs du commissariat de Creil, où il manque 50 policiers, puissent être à l'effectif, et pour la réouverture du commissariat de secteur de notre ville. Le deuxième aspect concerne les pompiers. J'ai vu le commandant du centre de secours, le commandant Levaillant. Au motif bien réel que l'état des centres de secours de Montataire et de Nogent n'est pas respectueux des conditions de travail des pompiers, hommes et femmes, professionnels et volontaires, le SDIS envisage de regrouper les deux sur un terrain le long de la route départementale 200, pas très loin d'ici. Nous l'avons dit, je le répète, au moment où, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine et la politique de la ville, la question posée est celle du renforcement des services publics dans les quartiers prioritaires. Sortir les pompiers du quartier des Martinets n'est pas une bonne chose. D'autant qu'une fois encore, il s'agit de faire du gros, en regroupant deux centres pour en faire un quatrième centre de secours principal dans le département. Quid de la proximité avec les petites communes de la vallée du Terrain, communes du canton de notre ville, du canton de Montataire? Quid de l'efficacité en termes de délai d'intervention? Quid de l'occupation du centre de secours de Montataire si les pompiers partent? Ces questions ne peuvent être traitées d'un revers de main. Nous avons besoin de réponses précises et concrètes. Pour terminer, je veux rappeler que 2018, ce seront mes derniers mots. 2018 aura été marqué à Montataire par la disparition de 3 personnalités qui ont marqué notre ville. En avril, Claude Coilier, ancien d'Usinor, de Solac, puis d'Arcelor, mais aussi premier adjoint de notre ville. En septembre, Viviane Clos, de la même entreprise, ils étaient amis et camarades, ancienne adjointe, elle aussi, et ancienne conseillère régionale de Picardie. Et en septembre, aussi, Marcel Marc, ancien élu d'une opposition intelligente, celle-là, chef d'entreprise à Montataire. Cette femme, ces 2 hommes, chacun à leur manière, avec leurs convictions, et évidemment, celles de Claude et de Viviane n'étaient pas les mêmes que celles de Marcel Marc, ont apporté à Montataire. Ils ont donné beaucoup de temps. Ils ont servi l'intérêt général, alors que pour certains, il serait de bon ton de critiquer
de vilipender les élus, d'insulter les élus même, souvenons-nous de Claude Coilier, de Viviane Clos et de Marcel Marc. Mais pour ne pas terminer sur cette note qui pourrait paraître triste, mais en tout cas, je suis sûr pour Claude et Viviane, ils auraient été heureux de voir cette salle. Je veux vous renouveler tous nos vœux de bonheur, de santé pour cette année 2019. Et comme le disait Bertolt Brecht, ce qui allait bien à Claude et à Viviane, les gens qui se battent peuvent perdre. Les gens qui ne se battent pas ont déjà perdu. Merci.